Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Les fleurs comestibles. Qu'en est-il de la réglementation? C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité présentée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui vise à mettre en lumière, sur les aspects réglementaires autour de la production des fleurs comestibles. Je me présente, je suis Caroline Martineau, agronome et conseillère en agro-environnement et en horticulture ornementale à la direction régionale de l'Estrie. Je serai votre animatrice pour la durée de la présentation. Mylène est diplômée universitaire en sciences et technologies des aliments depuis 91 et elle possède aussi une maîtrise qu'elle a obtenue en 94 et elle s'est dirigée par la suite vers l'industrie alimentaire. Elle y a œuvré pendant une dizaine d'années en occupant une diversité de fonctions et dans une variété de types d'entreprises allant de PME à multinationales. Sa carrière se poursuit ensuite pour une période de 10 ans en tant qu'enseignante à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et elle s'est jointe à la direction régionale du MAPAC en 2014 à titre de conseillère commercialisation, agrotourisme et transformation alimentaire. Donc, c'est ça. Je vais vous entretenir pour environ 20-25 minutes sur les fleurs comestibles puis la réglementation. C'est des questions que Caroline et moi avons souvent de la part des gens là, qui font la culture de fleurs. Donc, ça va être un court webinaire. Je vais vous dire à la fin de cette diapo-là pourquoi je vous fais rouler un petit mise en garde. Alors, les objectifs vont être de présenter certains aspects réglementaires à la commercialisation des produits frais et aliments transformés sur le marché québécois. Répondre à des questions couramment posées, le permis, cuisine, normes du local, formation, étiquetage. Ensuite, vous proposer des ressources pour aller un petit peu plus loin. Si j'ai mis le petit sigle ici de mise en garde, c'est que à la fin de ce webinaire-là, je suis certaine qu'il va vous rester des questions en suspens, mais on va pouvoir vous orienter vers des ressources pour vous accompagner, pour répondre à vos questions là, qui vont peut-être être plus spécifiques à vos cas particuliers. Pour ma part, aujourd'hui, ça va être plutôt des, comment je pourrais dire, des notions générales. Alors, pour commencer, on va commencer à séparer fleurs coupées et fleurs comestibles, définir finalement les terrains de jeu de chacun. Pour ma part, les fleurs coupées, c'est un produit agricole destiné à des fins décoratives. Pour ce qui est des fleurs comestibles, on s'entend qu'une fleur comestible, elle est coupée, mais à la distinction que ça va être un produit qui va être destiné à la consommation humaine. Donc, si on parle de fleurs comestibles fraîches, au niveau de la réglementation, ça va être considéré comme des fruits et légumes frais. Ça va être la même réglementation qui va s'appliquer que celle des fruits et légumes frais. Ensuite, là, je vous ai mis séché, mais ça pourrait être d'autres choses. Si on parle de fleurs comestibles séchées, bien là, à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle les aliments transformés, au même titre que des fines herbes qui sont séchées, au même titre que je vous ai mis une image avec des pommes et des tranches de pommes séchées. Donc, on tombe dans des aliments transformés et là, il y a une réglementation spécifique que l'on doit considérer pour aliments transformés. Et là, il y a plusieurs questions qui viennent. Est-ce que ça prend un permis? À qui je peux vendre? Est-ce que je peux transformer dans ma cuisine, etc.? Ce sont des questions qu'on va voir, auxquelles on va pouvoir répondre un petit peu plus loin. Alors, si on commence avec le cadre réglementaire au Québec, donc je vous donne les grandes lignes et j'ai intitulé le cadre réglementaire au Québec MAPAC. Parce que c'est sûr que si vous allez vers de la transformation, il y a peut-être des choses qu'il faut vérifier auprès de votre municipalité, mais aujourd'hui, moi, je m'en tiens uniquement qu'à ce qui relève du MAPAC. Au niveau du MAPAC, on a une grande loi qui s'appelle la loi sur les produits alimentaires et de cette loi-là découlent certains règlements. Les deux qui sont pertinents pour nous aujourd'hui sont le règlement sur les aliments, qui, comment je pourrais dire, quand on parle sur les aliments, c'est autant les aliments frais que les aliments transformés. Et ensuite, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, pour les fleurs coupées, des fleurs comestibles, il va falloir aussi regarder le règlement sur l'indication de l'origine des fruits et légumes frais. Tel que je vous le disais, les fleurs coupées sont considérées comme étant, au niveau de la réglementation, comme étant des fruits et des légumes frais. Alors, le règlement sur l'indication de l'origine va s'appliquer. Je vous donne des extraits de la réglementation. Et je ne m'attarderai pas longtemps. Pardon? Je vais juste préciser parce que tu viens de dire les fleurs coupées sont considérées comme des aliments frais, mais tu voulais dire les fleurs comestibles.
Ah, excusez, c'est vrai, oui, oui. OK. Donc, c'est ça, les fleurs comestibles sont considérées comme des aliments frais, des fruits et légumes frais. Au niveau de la loi sur les produits alimentaires, ben, je vous fais ressortir les grands mots, là. Dans le fond, c'est nul ne peut vendre ou donner. Puis là, je prends juste les mots-clés là, de l'extrait de loi. Nul ne peut vendre ou donner tout produit, donc tout aliment qui soit frais ou transformé, qui est impropre à la consommation humaine. Alors, ça, c'est le grand, grand chapeau là, de la réglementation au Québec. Pour ce qui est des fleurs coupées, finalement, si on dit qu'elles sont destinées à la consommation humaine, ben, ça implique d'avoir des pratiques culturelles qui sont adaptées à la consommation humaine. Alors, j'ai mis une petite image. Donc, pour l'irrigation, ben, on va parler, ça va nous prendre de l'eau potable. Et je vous ai mis des petites mains propres, mais ça va prendre aussi des manipulations hygiéniques. Donc, c'est des choses à tenir en compte lorsque on veut commercialiser des fleurs comestibles. Ensuite, quand je vous disais au niveau du règlement sur les aliments, il y a aussi des inscriptions obligatoires, puis ça s'applique autant pour les produits frais que les produits transformés. Et c'est aussitôt qu'on parle de conditionnement, il faut faire une inscription sur l'emballage. Quand on parle de conditionnement, ça réfère à tout ce qui est emballage, mise en sachet, mise en barquette, euh, etc., dans un sac. Et alors, il faut avoir les inscriptions nécessaires du style, c'est quoi le produit, c'est quoi la quantité, c'est quoi l'origine, le nom, l'adresse, qui a fait le produit, etc. Donc, ce sont les normes de base au niveau de l'étiquetage qui s'appliquent autant pour les produits frais que les produits transformés, ce qui veut dire pour les fleurs coupées et aussi pour, disons, des fleurs, pardon, je me trompe, des fleurs comestibles qui ont été séchées. Ensuite, lorsqu'on parle de réglementation sur l'indication de l'origine des fruits et légumes frais, ça va s'appliquer aussi aux fleurs comestibles. Alors, on va devoir mettre sur l'emballage produits du Québec, cultivés au Québec ou récoltés au Québec. On peut aussi utiliser la mention du Québec, donc fleurs comestibles du Québec. Là, j'embarque un petit peu au niveau de la transformation parce qu'il y en a qui transforment les fleurs comestibles pour faire, disons, des tisanes, des choses comme ça, ou pour faire comment je pourrais dire, des éléments décoratifs là, sur des aliments. Quand on parle de préparer un aliment, ce sont toutes les étapes qui concernent la transformation. Aussitôt qu'on fait une de ces étapes-là, c'est considéré comme de la transformation. Donc, je vous ai mis séché. Alors, bien souvent, on pourrait faire des pétales séchés de fleurs comestibles et aussi simple que congelé. Parce que bien souvent, les gens disent, ben oui, mais j'ai congelé des bleuets, mais voyons, je ne les ai pas transformés. Mais la congélation, c'est considéré comme une étape de transformation d'un aliment. Là, ici, c'est la première période de questions, mais c'est les questions qui me reviennent le plus souvent, que vous avez probablement en tête. Est-ce que je peux transformer dans ma cuisine? La réponse, c'est oui, mais sous certaines conditions. Alors, je vous ai mis l'article de loi, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est je ne peux pas faire de transformation alimentaire si mon produit est destiné pour la vente en gros. Et ça, je vais y revenir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est la vente en gros? Et non plus, si je fais plus que 100 kg par mois, je ne peux pas transformer dans ma cuisine domestique. Et si je veux faire un produit laitier, je ne peux pas transformer dans ma cuisine domestique. Ça implique que si on veut faire de la vente en gros ou qu'on veut produire pour plus que 100 kg par mois ou qu'on veut faire un produit laitier, il va falloir sortir de notre cuisine domestique. Alors, je vous lance des questions. Est-ce que je peux faire du beurre fleurette dans ma cuisine domestique? La réponse est non, parce que finalement, un beurre fleurette, c'est considéré comme un produit laitier, alors il faut absolument sortir de notre cuisine domestique. Je veux je veux sécher des pétales de fleurs.
Est-ce que je peux le faire dans ma cuisine domestique? La réponse est oui, non. Ça dépend à quel marché je destine mon produit. Comme je vous disais, la grande question, c'est à qui je vais vendre mon produit. Est-ce que je vais vendre mon produit à un consommateur ou est-ce que je vais vendre mon produit à un acheteur? Quand on dit que je vends à un consommateur, c'est, disons, vous, votre entreprise qui vendez à Mylène. Mylène, elle l'utilise pour faire ses tisanes chez elle. Alors, on appelle ça c'est de la vente au détail. J'ai vendu à un particulier et dans notre jargon, on appelle ça le B2C, donc Business to Consumer. C'est de la vente au détail. Ensuite, je peux décider de vendre à un acheteur. Un acheteur professionnel, ça pourrait être un restaurateur, ça pourrait être un pâtissier, ça pourrait être un emballeur, etc. Je vends finalement à quelqu'un qui n'est pas l'utilisateur final du produit. C'est ce qu'on appelle de la vente en gros. Donc, votre entreprise vend à une autre entreprise et on appelle ça du B2C, donc business to business. Et on vend finalement à un customer plutôt qu'à un consumer. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que je peux faire de la vente en gros si je transforme dans ma cuisine. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire de la transformation dans notre cuisine domestique si on faisait de la vente en gros. Alors, si vous voulez faire des pétales séchés, que vous voulez commercialiser à un consommateur, vous pouvez le faire dans votre cuisine domestique. Par contre, si vous destinez votre produit à un acheteur professionnel, on ne peut pas transformer dans une cuisine domestique. Fait que je vous donne ici des exemples. Quand on parle de vente en gros, disons, on peut parler de restaurateur, de traiteur, pâtissier, transformateur, détaillant, emballeur, etc. Et là arrive la question permis. Est-ce que ça me prend un permis? Gardez à l'esprit que le permis s'appelle permis vente au détail. Donc, si je vends à un consommateur, précédemment, je vous ai dit que c'était de la vente au détail et ça va vous prendre un permis vente au détail, préparation générale. Par contre, si vous vendez à un acheteur, c'est de la vente en gros et il n'y a aucun permis requis. Petit exercice de révision. Je veux commercialiser les fleurs fraîches que je cultive, les fleurs comestibles fraîches que je cultive. Est-ce que ça me prend un permis? Oui, non. La réponse est non. Parce que, tels que les fruits et légumes frais, ça ne prend pas de permis pour faire la commercialisation de fruits et légumes frais. Autant si je le vends à un particulier ou que je le vends à un acheteur professionnel, style un restaurateur, un CPE, etc. Par contre, pour les fleurettes séchées, ça dépend à qui vous destinez votre produit, à savoir, est-ce que vous le destinez à Mylène, à un consommateur? À ce moment-là, vous avez besoin du permis parce que vous faites de la vente au détail, donc ça vous prend le permis vente au détail. Si vous faites uniquement que de la vente en gros, ça ne vous prend pas de permis. Ensuite, la grande question qui vient, c'est ça prend quel permis? Donc, je dis vente au détail et ça va être le permis préparation générale, étant donné qu'on réfère à des étapes que je vous ai montées précédemment, là, à savoir sécher, congeler, découper. Ça tombe dans la catégorie préparation générale. Sur le web, vous allez trouver facilement l'information demande de permis de restauration et de vente au détail. L'information se trouve sur Internet. Ensuite, c'est un délai de 2 à 6 semaines pour le traitement. Le permis doit être affiché à la vue du public, là, et il est bon pour 1 an. Et ça va vous prendre la formation en hygiène et salubrité. Je vais y arriver un petit peu plus loin. Après ça, la question qui vient souvent, c'est il coûte combien ce permis? Donc, je vous ai donné les prix qui sont en date du 23 février parce qu'au 1er avril, il va y avoir augmentation du montant. Donc, préparation générale, 360 $ par année. Et ça va être renouvelable à chaque année. Ensuite, alors, pour la première fois qu'on fait une demande de permis, il y a ce qu'on appelle le frais d'ouverture du dossier et c'est 141 $, mais celui-là, il est payable seulement une fois
à l'ouverture du dossier. Ensuite, la grande question qui vient, c'est quoi les normes pour le local? Je vous les ai mises ici, là, de façon très... ça, c'est vraiment le minimum requis. Donc, on va dire, c'est une installation qui est réservée à la préparation des aliments. Ça va vous prendre un évier, ça va prendre de l'eau potable courante, chaude et froide, un distributeur à savon, un système de récupération, d'évacuation des eaux, un système de ventilation adapté aux activités d'exploitation et un récipient de déchets. Donc, ça, c'est vraiment le minimum requis pour le local. Si on veut plus d'informations, il y a le guide des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. Et ce document-là sert aussi de base à la formation en hygiène et salubrité. C'est aussi, on peut le trouver facilement sur le site web du MAPAC. Ensuite, c'est quoi les normes pour le local? Mur en gypse, mur en tôle d'acier, est-ce que c'est conforme? Un plancher de ciment, est-ce que c'est conforme? La réponse va être celle-ci. Encore une fois, c'est tiré de la réglementation sur les aliments. La réponse va être les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d'aspérité ou d'écailles. Donc, ce que vous pouvez voir dans la réglementation ne vous dit pas un mur en gypse, c'est correct. Elle va juste dire, est-ce que finalement, c'est lisse, lavable et en bon état? Pour un plancher de ciment, la réponse doit être non absorbant, lavable, sans fissure, exempt de brins de scie, de carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide. Encore là, on n'est pas en train de dire qu'un plancher de ciment, c'est conforme ou c'est non conforme. On est juste en train de se dire, est-ce que, disons, un plancher de ciment est conforme dans le sens que, est-ce que le ciment est non absorbant? Est-ce qu'il est lavable? Est-ce que c'est sans fissure? Donc, on n'est pas sur la matière, on est sur l'état de la matière. Dois-je suivre la formation en hygiène et salubrité? Si vous devez faire une demande de permis de vente au détail, vous allez devoir faire la formation en hygiène et salubrité et la formation de gestionnaire. Il y a deux types de formation. Il y a la formation de gestionnaire et de manipulateur. Sauf que lorsqu'on est responsable de l'entreprise et de la transformation, ça va demander la formation de gestionnaire qui est la formation d'une durée de 12 heures. Des ressources pour aller plus loin. Ici, il y a l'aide-mémoire. Je vous dirais que moi, c'est un document que j'aime. C'est beaucoup plus, ce sont les extraits de la réglementation, mais c'est beaucoup plus digeste à lire. Donc, vous voyez, je vous ai ressorti la même chose, exigences relatives à l'état des locaux. C'est la même chose que je vous avais mis dans la diapo précédente. La seule chose, c'est que j'étais allée la chercher dans la réglementation, vraiment dans le règlement. Et ensuite, ici, un autre exemple, c'est les exigences relatives à la santé du personnel. Vous allez pouvoir aussi trouver ça dans cette aide-mémoire-là, qui est finalement un résumé des règlements qui s'appliquent à la transformation. Et c'est un document qui est beaucoup plus digeste que d'aller lire la loi ou le règlement. Ensuite, pour l'étiquetage, le MAPAC a développé un guide il y a quelques années. Il est disponible sur le web. Il y a aussi une formation qui a été développée par l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et c'est une formation qui est gratuite. Ensuite, d'autres questions, vous pouvez vous référer finalement à votre direction régionale du sous-ministériat où je travaille. Moi, je suis rattachée à la direction régionale de l'Estrie, mais il y a une direction régionale comme la mienne dans toutes les régions. Puis vous avez une équipe de professionnels qui est là pour vous accompagner. Vous avez des conseillers de transformation, vous avez des conseillers en commercialisation, vous avez des conseillers en production. Il y a aussi le réseau AgriConseil. Probablement que les gens connaissent, si vous venez du secteur agricole, probablement que vous connaissez le réseau AgriConseil. Je vous ai mis les deux choses qui étaient les plus, comment je pourrais dire, pertinentes pour aujourd'hui, à savoir si vous voulez vous lancer en commercialisation de fleurs comestibles, il peut y avoir de l'accompagnement par le réseau AgriConseil. Il y a aussi le fait qu'à l'intérieur de l'offre de services du réseau AgriConseil, il y a un volet de transformation. Alors, si vous voulez prendre vos fleurs comestibles puis les transformer pour faire, disons, des tisanes, à ce moment-là, vous pouvez être accompagné par des consultants.
Si vous avez d'autres questions au niveau de la réglementation, je vous ai mis les coordonnées au niveau du sous-ministériat à l'inspection, qui est finalement le sous-ministériat à la salubrité alimentaire, à l'inspection et à la santé animale, que l'on met sous l'acronyme SM-SAIA. Et je vous ai laissé les coordonnées. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, de discuter de cas particuliers à votre entreprise et à votre projet, vous avez les coordonnées de la réglementation, du service de réglementation. Je vous remercie à tous d'avoir participé en si grand nombre. Ça a été un webinaire très populaire. On sent qu'il y a beaucoup de questions et d'intérêt envers ce secteur. Je remercie beaucoup pour vos questions d'ailleurs. Je veux encore une fois remercier Mylène Blanchard pour cette présentation. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée. Bon vendredi.